Lui, récit d'un inconnu. Léonide Andreïev. 1. J'étais ivre de joie. Je remerciais le destin. Moi, un étudiant famélique renvoyé de l'université pour ne pas avoir versé ses cotisations et qui venait de dépenser ses derniers 40 kopecks dans une petite annonce pour trouver une leçon, voilà qui me tombait du ciel des cours particuliers extrêmement bien payés. On était fin octobre, et c'était par une sombre matinée d'un automne pétersbourgeois que j'avais reçu une lettre me priant de me rendre à l'Hôtel de France, sur la rue Morskaya, pour un entretien. Une demi-heure plus tard, la pluie sous laquelle j'étais sorti de chez moi tombait toujours. J'avais un travail, un toit et 20 roubles en poche. Comme dans un rêve, comme dans un conte de fées. Tout avait été un enchantement. L'hôtel luxueux, la suite magnifique dans laquelle on m'avait introduit, et le monsieur extraordinairement courtois, extraordinairement prévenant et cordial qui m'avait engagé. Sous le coup de l'émotion, de la peur et de la joie, j'avais seulement remarqué que ce monsieur avait déjà un certain âge, et qu'il était superbement habillé, comme seuls savent s'habiller les gens riches habitués aux beaux vêtements depuis l'enfance. J'avais bien entendu accepter toutes ces conditions. Vivre à la campagne, avoir une chambre indépendante, m'occuper d'un garçon de 8 ans et recevoir 50 roubles par mois à titre gracieux. « Vous aimez la mer » m'avait demandé Norden. Dans mon récit, je n'ajouterai pas monsieur. Je n'avais pu que balbutier. « La mer ? Seigneur !» Il avait même éclaté de rire. « Bien sûr, qui n'aime pas la mer dans sa jeunesse ? Vous serez bien chez nous. Vous verrez une mer splendide. Un peu grise, un peu triste, mais sachant se fâcher et sourire. Vous serez satisfait. Il ne manquerait plus que ça. » Je m'étais mis à rire, et tout en riant, lui aussi, Norden avait soudain ajouté. « Dans cette mer, ma fille est morte noyée. » C'était déjà une jeune fille, Helena, il y a 5 ans. Je n'avais rien répondu à cela. Je n'avais pas su quoi dire. En outre, j'étais interloqué par son sourire. Il parlait de la mort de sa fille et il souriait. Je ne l'avais pas cru. J'avais même pensé qu'il plaisantait. Quant aux 20 roubles, c'était lui qui me les avait proposés, et qui plus est, avec une extrême confiance. Non seulement il n'avait pas voulu de reçu ni de mon passeport, mais il ne m'avait même pas demandé mon nom de famille. À un autre moment, je n'aurais été nullement surpris par une telle confiance. Mais là, j'étais si famélique, si loqueteux, et j'avais des bas si trempés que je ne m'inspirais même pas confiance à moi-même. Il faut dire que je venais d'être renvoyé de l'université pour ne pas avoir versé mes cotisations. Seulement voilà, on s'habitue très vite aux bonnes choses. J'étais installé chez Norden depuis 1 semaine, que je m'étais déjà habitué au luxe de ma vie. Une chambre indépendante, une sensation de satiété constante et agréable, la chaleur, les pieds au sec. Au fur et à mesure que je m'éloignais de Pétersbourg, des affres de la faim, des pièces de 10 kopecks et de toute cette lutte pour survivre que représente une misérable existence d'étudiant, ma nouvelle vie m'apparaissait sous un jour très étrange, totalement dénué de gaieté et sans rien d'amusant. En écrivant à mes camarades, je leur parlais encore de l'emploi mirobolant que j'avais trouvé, mais je me sentais déjà déprimé, tout simplement déprimé. Pendant longtemps, je ne pus trouver les raisons de cet état, car en apparence tout allait à merveille. La vie était belle et joyeuse, nulle part on ne riait autant que chez Norden. C'est seulement pénétrant pas à pas dans les recoins secrets de cette étrange maison et de cette étrange famille, ou plutôt rien qu'en effleurant de l'extérieur ces murs froids, que je commençais à deviner les origines de la pénible tristesse, de la triste torpeur qui pesait sur les gens et les lieux. Je commence par les lieux. La maison et le jardin se trouvaient tout au bord de la mer. La maison à 1 étage était grande, spacieuse et même luxueuse. On m'avait attribué à moi, un étudiant de rien du tout, un va-nu-pieds, une chambre au rez-de-chaussée, comme si j'étais un haut fonctionnaire en visite, ou un ami de la famille resté passer la nuit. Le jardin aussi était magnifique. Son aménagement, toute cette luxuriance végétale au beau milieu d'une nature austère et aride qui ne connaissait que le sable, les pins, les pierres, les brouillards matinaux glacials et un vent soufflant d'une mer grise et gémissante. Tout cela avait dû coûter beaucoup de travail et d'argent. Il y poussait des tilleuls, des sapins bleus et même un marronnier. Il y avait beaucoup de fleurs, des massifs entiers de roses, du jasmin, et l'espace entre ces plantes qui, me semblait-il, ne devait jamais se réchauffer, était occupé par un gazon d'une régularité et d'un vert prodigieux.
Tous ceux qui voyaient ce jardin à travers la clôture le trouvaient très beau et enviaient son propriétaire. Norden lui-même en était fier, et pour ma part, dès que je l'avais vu, j'avais été saisi d'une admiration sincère et enthousiaste. Mais il y avait dans la disposition des arbres, trop isolés, poussant trop à découvert sur le gazon régulier, éternellement étranger et éternellement solitaire, quelque chose qui ne tardait pas à vous pénétrer d'une sensation glaciale d'insatisfaction, de la vague conscience d'un mensonge profond et triste, d'une erreur navrante, d'un bonheur perdu. Pourquoi n'y avait-il pas d'empreintes sur les allées? Beaucoup de gens habitaient cette maison. Il y avait 3 enfants qui se promenaient souvent dans ce jardin, mais quand je l'évoque, il me paraît toujours désert, et il n'y avait pas de traces de pas sur les allées. Norden était très fier de cela. Il l'expliquait par le fait que les allées étaient artificielles, constituées d'un mélange spécial d'argile et de sable, soigneusement recouvert de gravier. C'était la raison pour laquelle, même après les pluies torrentielles, elles ne gardaient aucune empreinte, même des pieds les plus lourds. Mais moi, cela ne me plaisait pas, et je m'en étais ouvert franchement à Norden. Il avait ri longtemps. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui le faisait rire, m'avait effleuré le coude avec précaution et une extrême courtoisie, et m'avait dit « Regardez donc le matin. Même s'il y avait des traces, elles devraient disparaître. Regardez au petit matin. » Et, comme obéissant à un ordre, je me réveillai un matin tôt, encore dans la pénombre, je frottai la vitre embuée, et je vis 3 ombres avancer seulement le long des allées entraînant quelque chose derrière elles. Je compris que c'étaient des employés de Norden qui, avec des râteaux en fer, effaçaient les traces du jour précédent et de la nuit passée. Mais cela non plus ne me plut pas. N'y a-t-il donc que les pas qui laissent des traces? Un enfant aurait pu oublier un jouet. Les enfants sèment toujours leurs jouets partout. Un employé aurait pu laisser traîner une pelle ou un râteau. Mais ici, personne n'oubliait jamais rien. Personne ne laissait jamais rien traîner. Les arbres perdaient leurs dernières feuilles, et cela n'avait rien de joyeux. Des feuilles noircies, recroquevillées, désespérément collées sur le gravier froid, mais elles aussi étaient ramassées par la main obéissante qui effaçait les traces. Parfois, j'avais l'impression que quelqu'un, peut-être Norden lui-même, luttait désespérément contre les souvenirs et s'efforçait de faire le vide. Mais plus le vide ouvrait sa gueule béante, plus les souvenirs exilés, les images tuées et les traces effacées devenaient tangibles. Et moi, un étranger pas particulièrement observateur de nature et qui n'était au courant de rien, je sentais déjà qu'il me concernait aussi, ces ténébreux souvenirs d'on ne sait quelle navrante erreur, d'un bonheur perdu, d'un triste mensonge. Je ne tardais pas à me transformer en détective agissant pour son propre compte, en décrypteur de traces, et je le fus jusqu'au moment où, emporté par une série d'événements, je passai du statut d'observateur à celui d'observé, du statut de suiveur à celui de suivi, du statut de chasseur à celui de proie. Mais jusque-là, je ne cessais de chercher, et ma triste imagination, encline à de douloureuses rêveries, j'ai eu une enfance pénible, une jeunesse solitaire et sans joie, peuplait cet étrange jardin de tous les crimes imaginables, de meurtres et de morts. Bien sûr, j'étais jeune, et quand il se présentait une journée ensoleillée, particulièrement réjouissante au milieu de la désespérante pénombre de novembre, je me riais de mes élucubrations. Mais dès que le brouillard montait de la mer, dès que le ciel lourd et humide pesait sur la terre en étouffant la lumière, j'entendais de nouveau les 3 ombres faire grincer leurs râteaux de fer en effaçant les traces, et mes angoisses recommençaient. Je ne sais si j'aurais réussi à trouver quelque chose tout seul si Norden lui-même, en se promenant un jour avec moi le long de la mer, hors des limites du jardin, ne m'avait montré un tas de pierres en forme de pyramide, consolidées par du ciment. Les marées d'automne avaient rongé le ciment et des pierres rondes se détachaient déjà, détruisant un peu la régularité des formes. C'était peut-être pour cela que je n'y avais pas prêté attention. « Vous voyez cette pyramide ?» dit Norden. « Elle est moins grande que celle de Khéops, mais c'est quand même une pyramide. » Il éclata de rire. Pourquoi riait-il constamment? Et poursuivit. Je voulais construire ici une église de style normand. Vous aimez le style normand? Mais on ne m'a pas laissé faire. Quelle étroitesse d'esprit! Je me taisais, ne sachant quoi dire. De façon générale, je n'ai pas le sens de la répartie. Il attendit un instant, le temps nécessaire pour une réponse ou une question, et expliqua sans se faire prier. C'est à cet endroit qu'a été trouvé le cadavre de ma fille Helena. La tête par ici, les pieds par là. Elle s'est noyée, je crois vous l'avoir déjà dit. Comment est-ce arrivé? Comment les gens se noient-ils? Dit Norden en souriant. Elle était partie en bateau toute seule. Il y a eu un coup de vent et le bateau s'est retourné. Ce sont des choses qui arrivent.
Je regardais la mer grise, couverte de risées. Ici et là se dressaient de grands récifs noirs et nus, et par endroits, l'eau avait des scintillements particuliers. On distinguait le fond. Il y a très peu d'eau ici, dis-je. Elle est allée loin. Et pourquoi était-elle allée loin? Pourquoi les gens partent-ils loin? Répondit Norden en riant, et il effleura mon coude avec une extrême courtoisie. Je possède 2 superbes bateaux. On les tire au sec pour l'hiver, mais au printemps, on les remet à l'eau. Vous aimez faire du bateau? Ce bateau-là aussi est à sec? Au début, Norden ne comprit pas. Lequel? Ah, celui-là? Bien sûr, lui aussi. On l'a tiré au sec. Mais il a été repeint, il est méconnaissable. C'est un superbe bateau très solide. Vous pourrez l'essayer vous-même au printemps. À la suite de cette conversation, qui, me semblait-il, m'avait révélé beaucoup de choses, mais en fait ne m'avait rien révélé du tout, je contemplais chaque jour la pyramide qui s'effondrait. La tête par ici, les pieds par là. Mais pourquoi cet homme qui effaçait si impitoyablement les traces et avait repeint en blanc le bateau dans lequel sa fille avait fait naufrage, avait-il consolidé le souvenir de la mort avec des pierres? Un coup de tête? Ou bien cette banale absence de logique inhérente à tous les hommes, même les plus conséquents? Je n'en sais rien. Je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Toute mon attention était accaparée par la mer. Il me semblait que c'était elle, et précisément elle, qui était la principale source de cet immense chagrin qui pesait sur ces gens et ces lieux. Elle était... 2. Mais je vais d'abord parler de la maison, de ma vie parmi ces gens étranges, et en dépit de leur gaieté, extrêmement déplaisant et pénible. Le matin, je faisais travailler Volodia. C'était un petit bonhomme de 8 ans très sage, avec les manières parfaites d'un gentleman adulte, consciencieux, bien élevé et prodigieusement obéissant. Il ne mettait pas ses pieds sur la table, comme mes autres élèves, ne se curait pas le nez, ne faisait pas de taches sur les papiers ni sur son bureau, et ne me jouait aucun mauvais tour. Il écoutait chacune de mes remarques d'un air aussi étrange que si j'étais le roi Salomon en personne, et lui, le plus humble de ses disciples et de ses sujets. Qu'il me crût ou feignît seulement de me croire, je me sentais mal à l'aise devant cette affection surprenante, en vertu de laquelle mes paroles les plus anodines prenaient une importance énorme et grossissaient comme des montagnes. Chaque jour, sauf les jours de fête, à 10 heures pile, surgissait devant la table sa grosse tête blonde et rasée qui s'imposait presque constamment à ma vue pendant 2 heures, et disparaissait à midi tapant. Il avait un visage plat, blanc et respectueux, dénué de sourcils, sur lequel étaient posés comme sur une assiette 2 yeux clairs à fleur de tête et très écartés. Je voulais espérer qu'en grandissant, Volodia embellirait. Oui, en dépit de sa déférence, en dépit du fait qu'il me causait moins de soucis que n'importe lequel de mes autres élèves, à tel point que c'était comme s'il n'était pas là du tout, en dépit de tout cela, il ne me plaisait pas. Et je crois bien que c'était justement cette docilité et ces prévenances qui ne me plaisaient pas. Jamais il ne riait ni ne souriait spontanément. Mais si un adulte faisait une plaisanterie, il s'esclaffait d'avance. De lui-même, il n'exprimait rien sur son visage plat et blanc. Mais si un adulte désirait susciter en lui de la peur, de l'étonnement, de l'admiration ou de la joie, aussitôt son visage prenait docilement l'expression souhaitée. On aurait dit que ce n'était pas un enfant, mais quelqu'un qui remplissait les fonctions d'un enfant pour le bon plaisir des adultes. Il lui arrivait de faire des bêtises, mais uniquement quand il y était incité, et de façon un peu insensée, comme s'il se souvenait de bêtises commises par d'autres qu'il avait vues en rêve. Car ce n'était pas auprès des 2 autres enfants, un garçonnet de 7 ans et une fillette de 5 ans, qu'il aurait pu apprendre quelque chose. Ils étaient comme lui. Du reste, ceux-là je les voyais peu. Ils passaient leur temps en compagnie de leur vieille Anglaise, avec laquelle, du fait de mon ignorance de sa langue, je ne pouvais même pas échanger un mot. J'avais essayé d'emmener Volodia se promener avec moi, mais il se promenait de façon détestable, artificielle, comme une marionnette coûteuse feignant d'être un petit garçon sage. Une fois seulement, pendant un court instant, je vis en lui quelque chose de vivant. J'étais sorti vagabonder dans le jardin, et, près d'un des bancs tout propre et tout blanc, sur l'allée bien lisse qui ne gardait pas les traces de pas, j'aperçus Volodia, assis à même le sable humide et se tenant les pieds à 2 mains. Visiblement, il s'était fait très mal, car son visage exprimait la souffrance et il pleurait. Il était là, tout seul, et il pleurait. Mais dès qu'il m'aperçut, il se leva et se dirigea vers moi en boitillant. Son visage était lisse, ses larmes avaient séché, et de nouveau, il n'exprimait plus que le respect et l'empressement. « Tu t'es fait mal, Volodia ?»« Oui, un peu. »« Alors pourquoi tu ne pleures pas ?»
Il me dévisagea avec attention, essayant de comprendre ce que je voulais, et voyant mon air parfaitement sérieux, répondit humblement. J'ai déjà pleuré. Il est tout à fait possible que, comme dans la vieille histoire, il ait même ajouté « Je vous remercie », tant ce petit bonhomme étrange et pitoyable était poli. J'étais libre toute la journée. Si le mauvais temps de novembre le permettait, je me promenais. Sinon, je lisais dans ma chambre. Tous ces livres, et il y en avait beaucoup, Norden les avait aimablement mis à ma disposition. Et les premiers temps, ce fut l'une des plus grandes joies de mon existence monotone et un peu triste. Parfois, je lisais dans la bibliothèque de Norden. Cela aussi, il m'y autorisait. Et là, je me sentais tout à fait comme un roi. Des divans moelleux, de grandes tables jonchées de journaux, une multitude de livres aux reliures coûteuses, le silence comme à la Bibliothèque nationale, car la pièce se trouvait au premier étage et aucun bruit n'y filtrait. D'ailleurs, il n'y avait jamais de bruit, à moins que pour des raisons connues de lui seul, Norden ne le provoquât lui-même, en obligeant les chiens à aboyer, les enfants à danser et à chanter, et tous ceux qui avaient une bouche à rire. Nous prenions nos repas tous ensemble, les enfants, l'Anglaise, Norden et moi. Pas une fois je ne lui ai vu des invités, mais un gros Allemand taciturne apparaissait parfois à table, n'ouvrant la bouche que pour manger ou pour rire quand Norden l'y invitait. Je crois que c'était l'intendant de son domaine, ou de ses immeubles à Pétersbourg. À table, on riait toujours. Il est difficile de dire pourquoi, mais on riait. Le maître de maison racontait des histoires drôles et exhortait tout le monde à rire. Il traduisait ces histoires en anglais pour l'anglaise, mais s'il oubliait de le faire, elle riait quand même. Ainsi le voulaient les habitudes de la maison, semble-t-il. Les premiers temps, je gardais mon sérieux, ce qui préoccupait Norden et même le désolait. Il me demandait avec étonnement en me regardant dans les yeux de très près, d'un air anxieux. « Pourquoi ne riez-vous pas? Vous ne trouvez pas cela drôle? C'est pourtant extrêmement spirituel. » Il expliquait pourquoi c'était spirituel et pourquoi je devais rire. Mais si je gardais toujours mon sérieux, ou si je me contentais de sourire au lieu de rire aux éclats, il commençait à s'agiter, s'acharnait à me raconter encore et encore de nouvelles histoires insipides, essayant de m'extirper un peu de rire. Et on avait l'impression que si cette fois je ne m'esclaffais pas, il allait fondre en larmes, me baiser les mains et me supplier pour son salut de rire au moins une fois. Si bien que je finis par me mettre à rire comme tout le monde. Je me souviens aujourd'hui encore de ce rire convulsif, absurde, stupide, qui me déchirait la bouche comme le mors d'un cheval. Je me souviens de ce pénible sentiment d'épouvante et de résignation insensée quand, une fois seul, complètement seul dans ma chambre ou au bord de la mer, je ressentais soudain un étrange tiraillement dans les muscles du visage, un besoin de rire absurde et démentiel, alors que non seulement je n'avais aucune envie de rire, mais que je ne me sentais pas gai du tout. Au bout de quelque temps, ne voyant à table que les gens que j'ai mentionnés, j'avais décidé qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Mais un jour, pendant le repas, justement quelqu'un se mit à jouer du piano au premier, dans une pièce qui était toujours fermée. Je fus surpris, et manquant peut-être à ces convenances dans lesquelles je m'embrouille toujours, je demandai « Qui est en train de jouer ?» Norden répondit gaiement « Ah, ça, vous ne savez donc pas? C'est ma femme. Pardonnez-moi si j'ai oublié de vous prévenir. C'est ma femme. Elle est un peu souffrante et ne quitte pas sa chambre. Mais c'est une personne étonnamment douée. Vous entendez comme elle joue ?» Mais la musique était très triste, et Norden commença à s'agiter. « Elle joue merveilleusement, » répéta-t-il en battant très légèrement la mesure avec son couteau contre le bord de son assiette. Puis, n'y tenant plus, il se précipita au premier. En revenant, il cria joyeusement dans l'escalier. « Les enfants! Miss Moll! Préparez-vous, maman veut que vous vous amusiez. » En haut, on se mit effectivement à jouer quelque chose de gai, une danse à la mode qui réclamait des mouvements convulsifs et rapides, des soubresauts joyeux. On sentait un certain manque d'assurance dans le jeu, et Norden expliqua obligeamment. « C'est une nouvelle partition. Je viens de la rapporter de Pétersbourg. Une danse charmante, toute l'Europe la danse en ce moment. » Et il s'écria gaiement. « Tanzieren, my Kinder, tanzieren, Miss Moll !» Et les marionnettes dociles se mirent à tournoyer. La plus petite suivait ingénument les mouvements des plus âgés, imitant leurs gestes, levant ses petits bras et agitant maladroitement ses courtes jambes dodues. Je crois que de tous, c'était la seule qui fut sincèrement gaie et rit de toute sa petite âme. Miss Moll, tout en surveillant les enfants, tournoyait d'un pas lourd et emprunté, comme un cheval de cirque qui, dans une arène, se dresse sur ses pattes de derrière sous les coups retentissants du fouet.
Norden battait des mains et pour finir, faisant mine de ne pouvoir se contenir davantage, se mit lui-même à tournoyer. Tout en tournant, il me demandait « Et vous? Et vous ?» Puis il s'arrêta et me supplia « Allez, s'il vous plaît, allez, juste un peu. Vous nous ferez à tous un immense plaisir. Vous ne savez pas danser? Miss Moll va vous apprendre très vite. » Mais je refusais catégoriquement. Quand on eut emmené les enfants tout rouges, Norden alluma un cigare et dit en soufflant gaiement la fumée « Ouf, je suis fatigué. Vous ne trouvez pas que c'est très gai chez nous ?» À partir de ce moment-là, presque tous les jours, j'entendis de la musique venant du premier, une musique parfois triste, mais le plus souvent gaie et mal assurée. À chacun de ses voyages à Pétersbourg, Norden rapportait les nouvelles partitions d'une danse charmante que l'on dansait dans toute l'Europe. Il se rendait à Pétersbourg assez fréquemment. Il avait là-bas je ne sais quelle affaire importante, mais pour peu de temps, un jour ou deux pas plus. J'avais très envie de savoir ce que pouvait bien avoir la femme de Norden. Il me semblait à présent que c'était là que résidait le secret de cette immense tristesse qui pesait sur les gens de la maison. Mais toutes mes tentatives restèrent sans résultat. Je ne voulais pas me rapprocher de la servante qui, du reste, ne savait visiblement rien. Quant à Volodia, il s'enfermait dans un silence respectueux et incontestablement hypocrite. « Comment va votre maman aujourd'hui » lui demandai-je. « Vous êtes allé la voir ?»« Oui, nous allons voir maman tous les matins. Elle regrette beaucoup de ne pouvoir faire votre connaissance. »« Elle est très malade ?»« Non, pas trop. Elle joue très bien du piano. Elle a beaucoup de talent. »« Et elle pleure souvent ?» demandai-je à brûle-pourpoint. « Maman ?» fit Volodia étonnée. « Non, elle ne pleure jamais. »« Elle rit ?» fis-je avec un ricanement agacé. « Pourquoi ? C'est mal de rire ?» s'enquit d'un air coupable le plus respectueux des élèves, s'attendant manifestement à ce que je lui fasse un cours sur le rire, et tout disposé à rire ou à pleurer selon les conclusions de ce cours. Mais je ne lui fis aucun cours, et nous ne reparlâmes plus de sa maman. Une nuit, ou plutôt un matin à l'aube, les trois ombres avaient déjà effacé les traces avec leur râteau de fer. Il y eut dans la maison un remue-ménage manifestement lié à la maladie de l'invisible musicienne. Quelque chose tomba, quelqu'un cria, comme sous le coup d'une peur ou d'une douleur terrible. Des lumières coururent dans la maison, et par la porte entr'ouverte, j'entendis Norden dire d'un ton apaisant. « Ce n'est rien. Le vent a arraché un volet, et elle a eu un peu peur. C'est déjà fini. » Il est vrai qu'il y avait un vent très fort soufflant de la mer, presque une tempête. Toute la nuit, il avait hurlé dans les conduits des cheminées et s'était faufilé tout humide dans les recoins. Parfois, comme un chanteur sur une estrade, il s'arrêtait sur le gazon et se répandait en sifflements et en chants sauvages. Mais tous les volets étaient intacts. Je m'en rendis bien compte au matin. Norden avait menti. C'est pourtant ce matin-là que je vis sa femme pour la première fois. Je levai les yeux vers ses fenêtres, et derrière la vitre miroitante à l'éclat trompeur, je vis dans la pénombre de la chambre une silhouette tout aussi indécise et trompeuse. Elle était là, contemplant la mer rugissante et déchaînée. À ma surprise, pour autant que j'eus le temps de m'en rendre compte, ce n'était pas du tout une vieille femme, mais une toute jeune personne ravissante, avec de grands yeux creux. Avec aplomb, il m'arrivait à présent de m'adresser à Norden avec aplomb, je lui demandai quel âge avait sa femme. J'appris qu'elle n'avait que 29 ans. Et qu'Helena, celle qui s'était noyée, était sa fille d'un premier lit. 3. Le journal que je tenais chez Norden a été dérobé par quelqu'un. Sans doute a-t-il été lui aussi victime de ce système d'effacement des traces, de cette lutte naïve et obstinée avec la surface des choses. Qui que soit celui qui l'a volé, son acte mesquin et vil n'a abouti à rien. Et sa noble main s'est donné du mal pour rien en forçant la serrure. Je me souviens des événements de façon suffisamment claire et précise, jusqu'au dernier moment, quand l'épouvante me fit perdre conscience pour de longs mois. Et ces traces imprimées dans ma mémoire, même les trois ombres qui traînent leur râteau de fer sur les allées, ne pourraient les détruire. Comment oublier cette mer peu profonde et désespérément triste, si plate qu'on aurait dit que la terre, à cet endroit, avait cessé d'être ronde. Quand je pense à la mer, je pense toujours à des bateaux, mais ici, on n'en voyait jamais. Leur route passait plus au large, au-delà de la ligne éternellement floue et brumeuse de l'horizon. L'eau peu profonde s'étalait en un désert gris et délavé, et les vagues formaient de petites risées qui se couraient les unes après les autres sans pouvoir atteindre le rivage et le repos éternel. Une fois ou deux, je vis au loin un bateau de pêche solitaire, sombre et remuant si peu qu'on aurait pu le prendre pour un récif émergeant de la mer. Et ce fut là tout ce que mes yeux découvrirent durant de longues heures d'une observation sans relâche.
Après la tempête qui avait tant effrayé l'étrange et invisible Madame Norden, il y eut une semaine de calme plat, d'un temps doux et humide avec des brouillards translucides et suffocants, imperceptibles de près, mais recouvrant les lointains d'une pénombre indistincte et transformant le plein jour en crépuscule grisâtre. Avec le brouillard, l'eau se retira très loin, découvrant des îles minuscules et des continents entiers de bancs de sable. Leur surface lisse et régulière, vierge de toute trace et qu'aucun objet ne marquait, brouillait toutes les notions ordinaires des mesures et des distances. Et lorsque je m'enfonçai dans les profondeurs de cet étonnant pays, mes pas me parurent énormes, mes bonds par-dessus les petits détroits gigantesques, et je me sentais moi-même dans la peau d'un géant, d'une créature mystérieuse faisant pour la première fois le tour d'une terre sans vie et déserte, au lendemain de sa création. C'est ainsi que, sautant de continent en continent, j'arrivai jusqu'à l'eau grise. Ces petites vaguelettes plates me semblaient cette fois d'énormes vagues du début du monde, et son clapotis tranquille, les grondements et les rugissements du ressac. Sur la surface vierge du sable, j'inscrivis le nom pur d'Héléna, et ces petits caractères avaient l'allure de hiéroglyphes géants. Ils criaient un défi au désert du ciel, de la mer et de la terre. Pourquoi ne suis-je pas revenu en arrière en suivant mes propres traces? La nuit tombait déjà, et je me perdis dans l'obscurité. Partout, je me heurtais à de vastes étendues d'eau qui me semblaient profondes. Prenant peur, je traversai carrément les flaques et fus tout heureux lorsque je vis la silhouette sombre de la pyramide. Par hasard, justement j'étais arrivé à l'endroit du rivage où le cadavre d'Héléna avait été rejeté par les vagues. « Pourquoi vous êtes-vous installé ici » demandai-je hardiment à Norden ce soir-là. « La mer y est ennuyeuse à mourir. » Norden parut chagriné par ma remarque et tourna anxieusement la tête du côté de la fenêtre sombre. « Vous trouvez ? Non, c'est faux. Quand vous la connaîtrez mieux, vous tomberez sous son charme. » J'étais déjà tombé sous son charme. Seulement, c'était le charme de la tristesse et de la peur, un poison dangereux et mortel qu'il faut fuir. Mais Norden pouvait-il comprendre cela ? Il était déjà en train de raconter une nouvelle histoire drôle et me regardait dans les yeux d'un air implorant, m'extorquant avec des pinces un rire absurde et étranglé. Et nous étions là, à rire, les yeux dans les yeux. Mon Dieu, comme c'était stupide et humiliant. Les jours qui suivirent cette conversation n'ont laissé aucun souvenir marquant dans ma mémoire. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé, et que je passais mon temps à dormir d'un sommeil triste et sans rêve. Le 5 décembre, la mer gela, et la première vraie neige tomba. Et c'est avec la première neige, ce jour-là, 5 décembre, que débuta cette chose extraordinaire qui épaissit encore pour moi le triste mystère de cette maison désolée, de ces gens et de cette vie désolée, cette chose que je ne comprends toujours pas aujourd'hui, et qui me semble parfois un mauvais rêve, un conte fantastique d'un goût médiocre. Ici, je suis bien obligé de regretter mon journal, avec ses notes précises au jour le jour, car c'est seulement à travers leur enchaînement rigoureux que l'on peut sinon expliquer, du moins comprendre le sentiment de terreur insoutenable et sur la fin maladif qui prit peu à peu possession de moi. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d'être précis et de n'omettre aucun détail ayant de l'importance, ou ne serait-ce que le plus lointain rapport avec ce qui s'est passé. Il me semble primordial de noter la première apparition de cette créature étrange et extraordinaire qui incarnait en quelque sorte toutes les forces ténébreuses, toute l'angoisse et la sombre tristesse qui pesaient sur la malheureuse maison maudite de Norden, et qui m'ont entraîné, moi, un étranger, dans leur terrible tourbillon. Je le répète, c'est ce jour-là, 5 décembre, qu'était tombée la première neige. Il avait neigé toute la nuit et toute la matinée, et quand je sortis dehors, après ma leçon avec Volodia, tout était calme, d'une blancheur de mort et magnifique. Laissant derrière moi de profondes traces, je me précipitai vers le rivage, et j'eus le souffle coupé. Il n'y avait plus de mer. La veille encore, ici commençait sa surface glacée et déchiquetée par les rafales qui luisaient faiblement. Mais aujourd'hui, tout était plat. Il n'y avait aucune limite, pas le moindre repère pour l'œil. Si le monde était dessiné sur du papier, on aurait pu se dire que le dessin se terminait derrière moi et que devant, il n'y avait que du papier blanc encore vierge de toute trace de crayon. Mu par ce besoin d'apposer une marque, de laisser une trace ou un dessin, qui surgit chez l'homme devant n'importe quelle surface plate et intacte, j'ôtai le gant de ma main droite et avec mon doigt, j'écrivis en grosses lettres sur la neige « Héléna ». Je jetai un coup d'œil à la pyramide. Elle n'était plus là. Il y avait juste un petit monticule de neige avec les courbes moelleuses des pierres, quelque chose de très calme et très humble, comme mort pour la deuxième fois. Et cette fois, pour toujours. La tête par ici, les pieds par là. Non,
C'était difficile à imaginer quand il n'y avait plus ni terre, ni rivage, ni vagues rejetant les bateaux, juste cette blancheur plate et indifférente, et je ressentis une sorte de délivrance. Tout devint incroyablement facile et simple. Dieu sait pourquoi, je me dis que je devrais me rendre à l'université pour pointer auprès de l'appariteur. Norden me paraissait juste un original assez déplaisant, il est vrai. Malheureux pour on ne savait quelle raison, mais inoffensif, et en tout cas n'ayant rien à voir avec moi. J'allais gagner assez d'argent, puis je m'en irais. Qu'il vive donc comme il l'entendait, en se racontant des histoires drôles et en dansant. Bon, et maintenant, comment vas-tu faire pour les traces me dis-je joyeusement en rebroussant chemin, et je fis exprès de ne pas mettre mes pieds dans mes vieilles empreintes, et d'en faire de nouvelles, larges et bien tassées. C'était si agréable de laisser des traces, de pouvoir me souvenir demain que j'avais marché ici aujourd'hui, et, pendant encore bien des jours, peut-être jusqu'à la prochaine neige, de me voir remontant dans le passé. Le jardin était soudain devenu simple et ordinaire. Sous la froide caresse de la neige tranquille, l'étrangeté et la solitude qui pesaient sur les arbres avaient disparu. Ils étaient plongés dans le sommeil, dans de calmes rêves. Une seule chose détruisait et gâchait cette douce sérénité. Les grands étuis en bois dont Norden avait habillé ces précieux arbres méridionaux pour les protéger du froid. Jamais je n'avais vu faire ainsi dans un jardin, et j'avais tout de suite détesté ces hautes caisses en bois incompréhensibles et comme vides. Certaines d'entre elles évoquaient vaguement de grands cercueils qui se seraient dressés pour on ne sait quelle monstrueuse procession. Comme une résurrection des morts interrompue en plein milieu, me dis-je, songeant avec hostilité à Norden, qui considérait ces caisses de son invention comme une trouvaille très spirituelle, très pratique et très drôle. Norden lui-même était absent depuis 2 jours. Il était parti à Pétersbourg pour ses affaires, et la grande maison bien chauffée, dont je ne connaissais pas encore toutes les pièces, était déserte et silencieuse. Les enfants étaient dans leur chambre avec l'anglaise, et ne faisaient pas de bêtises. La servante avait cessé de s'activer dans la cuisine, et quelque part dans les pièces du haut, derrière des vitres miroitantes, une jeune et jolie femme se taisait, seule et malade, victime obscure d'on ne sait quelles forces invisibles. Je passais 1 heure dans la bibliothèque, mais je n'avais pas envie de lire. Je me sentais l'âme trop joyeuse et trop agitée. La maison vide, silencieuse et sans surveillance, invitait aux aventures. Tendant l'oreille pour écouter si personne ne venait, je franchis le seuil de ces pièces dont l'une était habitée par la malheureuse madame Norden. Les portes étaient ouvertes, et avec précaution, je traversai en vitesse une pièce puis une autre. J'empruntai ensuite un petit couloir, et me retrouvai sur le palier d'un escalier menant au rez-de-chaussée dont je ne connaissais pas l'existence. Je sus immédiatement que c'était ici, derrière cette haute porte silencieuse, que se trouvait la malade. Prenant une résolution désespérée, je tentai de l'ouvrir mais elle ne céda pas, et je restai ainsi sur le palier désert, ne sachant que faire. Frapper? Mais de quel droit? Je restai longtemps planté là, d'abord subjugué, puis embarrassé et oppressé par le silence de mort qui devenait de plus en plus profond de minute en minute, pénétrant tous les objets, enchaînant les marches de l'escalier désert et regardant de ses yeux blancs par la large fenêtre. À la fin, ayant entendu des pas en bas, je regagnai précipitamment la bibliothèque, et de nouveau, je me sentis en proie à la même agitation joyeuse, au même trouble inexplicable qu'auparavant. Cette fois aussi, je fus incapable de lire, et très vite, je m'endormis un livre à la main sur le large divan moelleux, emportant dans mes rêves, comme dernier souvenir, l'image d'un monde neigeux et mort, à peine touché par un crayon, le sentiment résigné d'être égaré dans l'infini de ces neiges et la sensation de chaleur solitaire que me donnait mon petit coin protégé et caché. Le soir, comme à l'accoutumée, je m'occupais dans ma chambre. J'écrivis mon journal et des lettres, puis, à l'heure habituelle, je me couchais. Mais après ma longue sieste profonde, je fus incapable de m'endormir, et je restais 1 heure ou 2 allongé, les yeux ouverts, épiant avec intérêt cette maison inconnue et cette chambre peu familière, à présent totalement étrangère dans la pénombre de la nuit. Il régnait le même silence que pendant la journée. À la fenêtre, à peine protégée par un mince rideau blanc, luisait confusément la blancheur de la nuit. La lune, voilée par les nuages, déversait sans doute sa clarté irréelle et diffuse. Je crois que je commençais déjà à m'endormir quand soudain, je sentis qu'il y avait quelqu'un à ma fenêtre. Une ombre se dessinait sur le rideau blanc. Je dois préciser ici que ma chambre se trouvait au rez-de-chaussée, à l'endroit où 2 murs de la maison formaient un coin, et que les fenêtres étaient assez basses. Il n'était guère difficile, en se mettant sur la pointe des pieds, ou simplement si l'on était assez grand, de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quelqu'un a dû arriver et ne sait pas comment pénétrer dans la maison, me dis-je.
et avec une légère anxiété, je m'approchai de la fenêtre et tirai le rideau. Juste devant moi, le rebord de la fenêtre lui arrivant à la taille, il y avait quelqu'un qui me regardait, un visage sombre et immobile. Un peu déconcerté, je fis de la main un vague geste de bienvenue, mais il ne répondit pas et resta complètement immobile. Je cognai contre la vitre, toujours la même immobilité dans cette silhouette sombre et ce visage sombre plongé dans l'ombre. « Que voulez-vous » chuchotai-je, oubliant que ma voix ne pouvait être entendue à travers la double fenêtre. De fait, il n'y eut pas de réponse, et le visage sombre continua à me regarder bien en face, immobile. « Attends un peu, me dis-je agacé, je vais t'attraper. » Mais je n'avais pas encore eu le temps de me détourner de la fenêtre qu'il commençait déjà à s'éloigner lentement, sans se presser, me présentant son profil sombre pendant une seconde. J'eus le temps de remarquer que ses épaules étaient bien droites et extraordinairement larges, et qu'il avait sur la tête un chapeau melon. Mais dans l'ensemble, il n'avait rien d'insolite ni d'étrange, si ce n'était le mystère de son apparition au beau milieu de la nuit, à la fenêtre d'un inconnu. À tout hasard, je décidai de sortir pour aller voir. Mais le temps de m'habiller, ma résolution faiblit, et je restais, me disant avec une feinte indifférence, je saurai bien demain de quoi il retourne. Le lendemain matin, en interrogeant la servante et la maisonnée, je découvris qu'aucun voyageur n'était arrivé pendant la nuit, et que l'on n'avait vu personne qui ressemblât à mon inconnu. Pendant mon interrogatoire, le gardien se comporta avec calme et simplicité, mais Ivan, le jeune laquais au menton rasé, manifesta, me semble-t-il, de l'embarras et une certaine inquiétude, après m'avoir fait répéter encore une fois mon récit sur l'apparition de l'inconnu, et ayant soudain retrouvé son calme à la fin, il me déclara résolument que tout cela n'avait été qu'une vision. Ainsi que je l'appris plus tard, beaucoup de gens avaient peur d'un fantôme dans cette maison, mais ils étaient tous persuadés qu'il s'agissait de celui d'Héléna, la noyée. Du reste, cette peur, peu profonde et peu sérieuse, avait toutes les caractéristiques de ces croyances qui naissent dans les maisons touchées par le malheur, excitant la méfiance et la curiosité. N'ayant rien obtenu, j'allais jeter un coup d'œil à ma fenêtre dans l'espoir qu'elle pourrait me fournir une explication. Mais ce que je vis me plongea dans une extrême perplexité et dans un trouble assez désagréable. Il n'y avait aucune empreinte sous ma fenêtre, et ce fut la première chose qui me sauta aux yeux. Ensuite, je m'étais trompé sur sa hauteur, en estimant qu'elle était au niveau d'un homme de taille ordinaire. En réalité, c'était tout juste si je pouvais l'atteindre du bout des doigts, alors que je suis des tailles plus élevées que la moyenne. Ce détail avait pour moi une importance particulière, car mon inconnu de la veille dépassait de toute sa poitrine le rebord de la fenêtre. En d'autres termes, soit c'était un homme d'une taille prodigieuse, et même monstrueuse, soit il était suspendu en l'air comme une hallucination. Oui, une hallucination. Voilà ce que je finis par penser à la suite de mes observations, et voilà ce qui me troublait de façon si désagréable. Cette explication était assez vraisemblable. La tension et l'agitation extrême avec lesquelles j'avais espionné cette maison inconnue, m'attendant à des prodiges mystérieux et fantastiques, avaient fini par ébranler mon système nerveux et m'avaient offert un prodige. Le seul qui reste encore à notre siècle sceptique et instruit. Oui, sans aucun doute, c'était une hallucination. À moins que ce ne fût un passant, ou un fou, ou encore... Mais, dans ce cas, où étaient les empreintes? Pourtant, si c'était réellement une hallucination, pourquoi est-ce que je me sentais si dispos, si vigoureux, absolument pas nerveux, que je voyais nettement tous les objets et que mes pensées étaient claires et précises? Et pourquoi mon angoisse et ma nervosité avaient-elles créé précisément cette silhouette assez sinistre, il est vrai, mais simple, banale et n'ayant aucun rapport avec mes réflexions? Comme beaucoup de personnes dans cette maison, je me serais plutôt attendu à voir Héléna, mais ce monsieur silencieux en chapeau melon, qu'est-ce que j'en avais à faire de son chapeau melon? Je ne trouvais aucune réponse à cette question, mais même sans cela, je recouvrais rapidement et aisément mon calme. La sensation d'être parfaitement sain d'esprit me donnait l'assurance qu'il n'y avait là rien de grave, quel que fût l'angle sous lequel on considérait cette apparition. La journée s'écoula comme à l'accoutumée, et vers le soir, Norden revint de la ville avec de nouvelles partitions d'une danse joyeuse et à la mode. Après le dîner, la dame invisible joua en haut, déchiffrant la nouvelle partition sans grande assurance. Les enfants dansèrent, et Miss Moll tournoya comme un cheval de cirque dans une arène. Quant à Norden, il traversa 2 fois la pièce en imitant les poses d'un danseur de ballet, qu'il parodiait de façon grotesque. Nous rîmes tous comme des fous, et lorsque, les yeux encore pleins de larmes de rire, je jetai un coup d'œil à la fenêtre, il me sembla y voir quelqu'un. Reprenant aussitôt mes esprits, je regardai avec attention. Dehors, tout était noir et désert. D'ailleurs, il ne pouvait y avoir personne. Tout cela, c'était des bêtises. Mais Norden s'inquiétait déjà. « Pourquoi vous ne riez pas ?»
C'est si drôle. Notre nouvelle danse ne vous plaît pas? Il n'est pas possible qu'elle ne vous plaise pas. Je vais me plaindre à Miss Moll. Elle vous punira comme un méchant garçon. Ah, cela vous fait peur. Tout en me montrant du doigt, il dit quelque chose en anglais à Miss Moll, l'obligea à rire et à secouer la tête. Puis, poursuivant sa plaisanterie, il la força à s'approcher de moi, et pour rire, à me donner une tape sur la main en guise de punition. Mais cela ne lui parut pas suffisant. Avec la pétulance d'un petit garçon, il demanda à la gouvernante et aux enfants de se mettre à genoux devant moi, pour m'implorer, toujours en plaisantant, de danser avec eux. Je ne savais plus que faire ni que dire. J'étais gêné et indigné. Mais le fait que tout cela n'était qu'une plaisanterie m'ôtait tous mes moyens et me rendait muet. Je surpris à la porte le visage ahuri du laquais Ivan, et une seconde plus tard, il était lui aussi à genoux, avec son habit et ses gants blancs, et me suppliait de danser. La musique jouait toujours, dévalant les marches que j'avais vues si muettes la veille. Cela devenait aberrant. J'éprouvais une envie de rire maladive, comme lorsqu'on vous chatouille sans pitié. Je finis par me mettre à danser, et, tout en dansant et en tournoyant devant les fenêtres sombres, qui paraissaient innombrables et m'enfermaient dans un cercle étrange, je me demandais avec perplexité où j'étais et ce qui m'arrivait. Norden mit longtemps à se calmer, et lorsque les enfants furent allés se coucher, il me garda dans la salle à manger, revenant en détail sur tous les événements de la soirée. Comment Miss Moll avait tournoyé, comment Volodia avait virevolté, comment c'était drôle quand ils s'étaient tous mis à genoux pour me supplier. Effleurant mon genou de sa main soignée d'aristocrate et inclinant vers moi son visage que je n'arrivais toujours pas à examiner ni à fixer dans ma mémoire, il dit d'un air inspiré. « Non, vous rendez-vous compte comme cela est bien, comme c'est agréable, comme c'est distingué? Oui, distingué. Nous vivons à la campagne, dans un trou perdu. En ce moment, il n'y a pas une seule lumière à diverses à la ronde. Et de ce côté, il tendit le bras en direction de la mer, peut-être à des centaines de kilomètres. Et pourtant, que faisons-nous? Nous rions. Et que faisons-nous encore? Nous dansons. Mes amis à Pétersbourg me demandent comment je peux vivre dans un tel isolement sans m'ennuyer. S'ils voyaient notre journée d'aujourd'hui. Il éclata de rire et s'esclaffa ainsi longtemps en me caressant le genou. Très longtemps. Affreusement longtemps. Puis il continua, toujours sur le même ton. Eh oui, s'ils voyaient ça, ils viendraient tous ici pour danser avec nous. Mais à propos, pourquoi ne pas organiser ça? C'est une idée brillante. Il se mit à arpenter la pièce tout excité, parodiant un homme illuminé par une idée géniale. Il pressait ses doigts contre son front, écartait les bras et levait les yeux au ciel. La nuit dernière, Mais il m'interrompit. Oui, bien sûr. Nous inviterons 50, 100 personnes, et nous danserons tous. Ce sera si gai, si distingué. La nuit dernière, Norden se retourna vivement et me fixa longuement sans sourire. Tandis qu'il se taisait, je me sentais hors d'état de prononcer un mot. C'était comme si on m'avait fermé les lèvres avec un cadenas de fer. « Vous vouliez dire quelque chose ?» demanda-t-il en se penchant poliment vers moi. Mais je n'avais plus envie de parler, et je ne dis rien. Cette nuit-là, je m'endormis très vite, d'un sommeil doux et profond, comme si je sombrais dans un gouffre rempli à ras-bord de duvet noir. Et je dormis jusqu'à environ 2 ou 3 heures du matin, quand je fus réveillé par des mots prononcés à voix haute. « Il est l'heure de se lever !» La voix était si forte que je me redressai sur mon lit, mais la chambre était vide et silencieuse, la porte était fermée, et je compris immédiatement que c'était une de ces hallucinations auditives qui se produisent quand on dort. Je m'étais déjà retourné sur le côté droit pour me rendormir, quand je revis soudain une ombre vague à la fenêtre. Oui, comme la veille, il y avait quelqu'un à la fenêtre. C'était lui. Je le menaçai du doigt, mais comme la veille, il ne répondit rien et resta là sans bouger. À présent, je voyais clairement qu'il était réellement d'une taille prodigieuse, et même monstrueuse, et qu'il était debout sur le sol. Bizarrement, au lieu de me faire peur, cela me tranquillisa. Cette fois encore, je me dis que je devais sortir pour l'attraper, et de nouveau, comme s'il avait entendu ma pensée, il se détourna de la fenêtre et se mit à longer la maison sans se presser. M'habiller? Ce n'était pas la peine, de toute façon, je n'aurais pas le temps. Si ce n'est que ça alors, ce n'est pas si terrible, me dis-je en me blottissant sous ma couverture, presque joyeux à l'idée que c'était terminé pour aujourd'hui. Mais mes mains et mes pieds étaient si glacés que leur contact était presque douloureux. J'avais l'impression que ce n'étaient pas mes jambes, mais celles de quelqu'un d'autre qui reposait sous la couverture. Et petit à petit, je commençais à trembler de tout mon corps, comme pris d'un accès de fièvre.
4. La nuit suivante, le 7 décembre, je me couchais tout habillé, fermement décidé à attraper l'inconnu, à le saisir au collet et à obtenir d'une façon ou d'une autre la clé de ce mystère désagréable et bizarre. Je n'éprouvais aucune peur, mais une irritation parfaitement naturelle, et la colère m'empêcha même de m'endormir. Mon attente fut pourtant vaine. Pas une ombre, pas un bruit ne troublèrent le silence de la nuit, et le vide du jardin. Les 2 nuits suivantes s'écoulèrent tout aussi tranquillement. Personne n'apparut, et avec une facilité incroyable, surprenante étant donné les circonstances, j'oubliais presque complètement mon étrange visiteur. Mes rares tentatives pour l'évoquer éveillaient un sentiment presque douloureux, tant ma mémoire se refusait obstinément à susciter des images désagréables et pénibles. Et après cette nuit-là, mon sommeil redevint profond et calme, comme toujours. Le samedi, Nordon était de nouveau absent, il était parti en ville. Je passais toute la soirée dans sa magnifique bibliothèque, à regarder des livres d'arts étrangers extrêmement coûteux et à méditer, non sans une certaine tristesse, sur le fait que ma culture artistique était loin d'être à la hauteur. Réfléchissant aux moyens de combler cette lacune, j'avais oublié l'heure, et quand je levai les yeux sur la pendule muette de la bibliothèque, il était déjà plus de 11 heures. Or, je me couchais rarement après 11 heures. Tout en rassemblant précipitamment mes notes, je jetai par hasard un regard indifférent à la fenêtre sombre. Il était là, la poitrine contre le rebord, et regardait dans la pièce. De surprise, je laissai tomber mes notes, puis me penchai pour les ramasser sur le tapis, non sans le secret espoir qu'il ne serait plus là lorsque je regarderais de nouveau à la fenêtre. Mais cet espoir fut déçu. Cette fois, à la lueur de la lampe qui éclairait la fenêtre, je pus examiner assez bien son visage. Calme et même tout à fait indifférent, il n'avait en soi rien d'effrayant. À première vue, il avait dans les 35 ans, des traits épais et réguliers, pas de barbe ni de moustache, ses joues étaient même légèrement luisantes, comme après un rasage récent et méticuleux. Il n'y avait qu'une chose que je ne pouvais examiner, c'étaient ses yeux. Ils étaient éclairés et je les voyais bien, comme le reste, mais le regard dirigé sur moi m'empêchait de les étudier et de les comprendre. Ce qu'il y avait dans ce regard, je ne saurais le dire. Il était direct, fixe et donnait presque une sensation de contact physique. L'impression qu'il dégageait était épouvantable. Depuis combien de temps était-il là à me regarder? Cette pensée, je ne sais pourquoi, fouetta mon amour-propre et me rendit des forces. Il me semblait que c'était tout bonnement un goujat, un grossier personnage. Et je fis un pas vers la fenêtre en criant des menaces. Comme les autres fois à la fenêtre de ma chambre, il se détourna et s'en alla, disparaissant aussitôt dans les ténèbres. J'éclatai de rire, et tout en arpentant fiévreusement la pièce, je répétai plusieurs fois à voix haute. « Quel grossier personnage! Non mais, quel grossier personnage !» De plus en plus indigné, j'étais déjà décidé, en dépit de l'heure tardive, à réveiller le laquais Ivan et les employés pour aller fouiller le jardin, quand une pensée toute simple anéantit à la fois ma colère et mes plans absurdes. Je me souvins soudain que la bibliothèque, et donc sa fenêtre, se trouvait au premier étage. Ce soir-là, ce samedi dans la bibliothèque marqua le début d'une persécution démentielle, dénuée de sens et de but, mais obstinée et systématique. Je ne saurais retrouver dans ma mémoire les jours exacts ni les dates, mais je sais qu'il y avait une certaine logique et même de la prudence dans la façon dont il se rapprochait de moi, lentement et imperceptiblement, prenant possession de nouvelles fenêtres et de nouvelles heures, comme s'il m'encerclait de son ubiquité étrange et obstinée. Pendant une dizaine de jours, il ne vint que la nuit, puis ce fut le soir, et ensuite au crépuscule, ou plutôt à partir du crépuscule, car il ne se limitait déjà plus à une seule visite par jour. Mais pouvait-on appeler visite ces apparitions soudaines et silencieuses, tantôt à une fenêtre, tantôt à une autre, quand je passais de l'une à l'autre dans mon désir de me débarrasser de ce visiteur insistant? Je me souviens qu'un jour, j'ai traversé une pièce à toute vitesse, et j'ai eu la surprise de le trouver déjà de l'autre côté. Il avait eu le temps de faire le tour de l'immense demeure et m'attendait là-bas. Manifestement, aucun des habitants de la maison ne se doutait de quoi que ce fût, et la vie s'écoulait comme à l'ordinaire, froide et triste, dans un profond silence et un calme qui n'était troublé que de temps en temps par les soubresauts de l'aberrante gaieté de Nordon. Pourquoi dans cette maison les enfants ne pleuraient-ils jamais? Pourquoi ne faisaient-ils jamais de caprices? Une fois seulement, en regagnant ma chambre après ma leçon avec Volodia, j'entendis tout près la voix éplorée de la plus petite. C'était si insolite, si peu dans les habitudes de la maison, que je me suis arrêté et me suis résolu à ouvrir doucement la porte derrière laquelle se trouvait la fillette. À ma surprise, ni Miss Moll ni l'aîné de ses élèves n'étaient là.
La pièce était vide, et la petite fille était debout dans un coin, face au mur, murmurant à toute vitesse d'une voix larmoyante. Elle tenait dans une main une poupée en chiffon distendue aux jambes aplaties, avec les cheveux défaits et un œil crevé, tandis que de l'autre, elle se frottait les yeux, essuyant consciencieusement ses larmes tout en continuant à chuchoter. En entendant ma voix, elle cessa de chuchoter, mais ne se retourna pas, se contentant de serrer prudemment sa poupée contre elle pour la protéger de son corps. « Miss Moll t'a puni ?» demandai-je à la fillette en me penchant vers elle, mais sans oser la retourner, tant le chagrin de cette petite me semblait intouchable et terrible. Je dus répéter ma question 3 ou 4 fois avant d'entendre un murmure. « Non, je me suis punie toute seule. »« Tu veux que je te prenne dans mes bras? Je te porterai un peu. » Il n'y eut pas de réponse, mais la poupée retomba lentement sur le sol, et toute la silhouette de la fillette, ses petites épaules rondes, les frisettes de ses cheveux châtains sur sa nuque, exprimèrent l'indécision. Je lui tendais déjà les bras, quand quelque part, dans une autre pièce, résonna le rire tonitruant de Norden. Je laissai la fillette et sortis précipitamment, bien résolu à m'expliquer au plus vite avec Norden et à m'en aller. 5. Bien sûr, j'aurais dû partir. Toutes les conclusions de mon bon sens me soufflaient que ce départ devait se faire au plus vite, et même sur le champ, peut-être le jour même, à l'instant même où avait surgi cette pensée salvatrice. Mais quelque chose de plus puissant que la voix faible et insipide de la raison me clouait sur place, dominait ma volonté et m'entraînait de plus en plus profondément dans un tourbillon d'émotions mystérieuses et ténébreuses. La tristesse et la peur ont aussi leur charme, et le pouvoir des forces de l'ombre est immense sur une âme solitaire qui ne connaît pas la joie. Je ne sais si c'était là mes pensées ou si je cherchais de faux prétextes, mais toujours est-il que je renonçais presque sans balancer à l'idée de partir, et restais pour de nouvelles souffrances. Il est possible que j'aie été en partie retenu par les magnifiques journées de beau temps qui débutèrent alors, pleines de soleil et de silence. Les brouillards glacés de la nuit enrobaient de givre les arbres, le fil du télégraphe qui passait non loin de là, la moindre petite branche fine, et transformait les roseaux en excroissances velues d'une beauté inouïe. Le jardin dénudé par l'automne était redevenu impénétrable, comme recouvert d'un nouveau feuillage blanc. Les ombres sur les branches étaient si imperceptibles que les arbres proches et lointains se confondaient complètement, leurs ramures se mélangeaient, et on avait l'impression que jamais les yeux éblouis ne s'y retrouveraient dans cet imbroglio de fils argentés, immobiles et figés. Mais si l'on regardait une fois de plus, tout se détachait soudain distinctement. Chaque brindille flottait dans une mer d'air bleu, et entre les grosses branches blanches et duveteuses d'un arbre, il y avait autant d'air que dans le monde entier. C'était magnifique, extraordinaire, et lorsqu'en plus les rayons de soleil d'un jaune rosé venaient s'associer à ce jeu immobile, s'estompant peu à peu, fusant et se perdant quelque part dans les lointains chatoiements du givre, on avait les yeux et l'âme meurtris par tant de beauté. Durant ces journées, il ne fit aucune apparition. Comme Norden était en ville, avec son rire et ses histoires drôles, et que sans lui il n'y avait personne pour faire du bruit, la sensation de silence était si forte qu'on avait l'impression que toutes les émotions, tous les cris et toutes les voix avaient disparu de l'univers. Au cours de ces heures, calmes et heureuses, j'oubliais complètement mes terreurs nocturnes. Quand la terre cessait d'être celle que j'avais toujours connue, alors que le silence régnait aussi. Tous les matins, je chaussais des skis et me rendais au bord de la mer gelée, près du tertre funéraire, et je contemplais les grandes lettres profondes que j'avais tracées sur la neige, le nom si pur d'Héléna. En revenant à la maison, je regardais poliment, mais avec insistance, les fenêtres derrière lesquelles vivait et se morfondait l'invisible madame Norden, dans l'espoir d'entrevoir ce visage jeune et pâle qui m'était apparu une fois. Mais personne ne se montrait à la fenêtre, et l'on aurait pu croire qu'il n'y avait là personne de vivant, que de même qu'il n'existait pas d'Héléna, il n'existait aucune madame Norden, cette femme étrange, au visage pâle, dont personne ne parlait jamais. On ne parlait jamais d'elle, mais on lui amenait les enfants tous les jours, et très rarement, il est vrai, j'entendais tinter dans l'office une sonnerie hésitante et faible, qui se répétait 3 fois, et ne ressemblait à aucune autre. C'était elle qui sonnait. C'était étrange de penser que sa porte s'ouvrait comme n'importe quelle autre porte, que quelqu'un, qui était elle, se levait pour accueillir la femme de chambre, lui parlait d'une voix douce, lui demandait quelque chose, et lui montrait son visage pâle. Et la femme de chambre était indifférente. Elle l'appelait madame, elle ne pouvait, ou ne voulait, rien raconter sur elle. Le 15 décembre, Norden revint de la ville, et peu après, le temps changea du tout au tout.
Les jours s'assombrirent et il se mit à tomber une neige épaisse qui semblait grise et qui recouvrit d'un tapis froid et compact le nom d'Helena que j'avais tracé. Avec le mauvais temps, il revint, et mes relations avec cet insupportable visiteur entrèrent dans une nouvelle phase. Le 19 décembre, un dimanche, après le petit déjeuner, alors que tous avaient quitté la salle à manger, j'étais à la fenêtre avec Volodia et je regardais la neige tomber, quand il apparut. C'était la première fois qu'il venait de jour, et en présence de quelqu'un d'autre. Il se tenait à 2 pas de la vitre, son chapeau melon noir et ses épaules blancs de neige. Je voyais nettement 2 ou 3 flocons de neige qui se posaient doucement sur son manteau, et restaient là, bien tranquillement. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut Volodia. Ses yeux s'étaient rétrécis, et son regard avait pris cette fixité que confère l'observation d'un objet tout proche. Il ne faisait aucun doute qu'il voyait la même chose que moi. Plus encore, quand au bout de quelques secondes, l'inconnu se détourna et s'éloigna, Volodia fit même un pas en avant pour le voir plus longtemps. Bouleversé, je fis pivoter le garçon et lui demandai d'un ton sévère. « Vous l'avez vu ?» Calmement, comme un adulte, il mentit. « Je ne comprends pas de quoi vous voulez parler. Je ne vois rien que la neige qui tombe. Vous voyez donc autre chose ?»« Oui. Et que voyez-vous d'autre ?» Je savais qu'il mentirait jusqu'au bout et renonçais à ma tentative d'apprendre quelque chose par lui. Mais le jour suivant, le même incident se reproduisit. Seulement cette fois, j'étais à la fenêtre non avec Volodia, mais avec son non moins hypocrite de père. Et, de la même façon, après être resté là un instant, bien visible, il s'éloigna et disparut derrière le mur. Et Nordon le suivit des yeux lui aussi. « Eh bien, dis-je, faisant un effort pour rire, je suis très content que vous soyez enfin gai. Mais que se passe-t-il » me demanda Nordon d'un air sincèrement étonné en effleurant mon épaule avec précaution. Mais il l'avait vu, je le savais. Vous avez vu ? Non ? C'est faux ! Rien que la forme de votre réponse prouve que vous avez vu. Qu'est-ce que cela signifie ? Il me regarda fixement, sans sourire. Saisi d'un affreux sentiment d'impuissance, presque de désespoir, je hurlai d'une voix sourde. « Je vais porter plainte !» « Porter plainte ?» Bien entendu, il tira immédiatement parti de ma sortie puérile. L'expression de son visage changea soudain. Il devint attentionné et d'une amabilité doucereuse. Presque en m'étreignant, encore 1 minute semblait-il, et il allait me couvrir de baisers, il me bombarda de questions sur les raisons de ma contrariété. « Quelqu'un vous a offensé ? Un des domestiques peut-être ? Je ne supporterai pas une chose pareille sous mon toit. Donnez-moi le nom du coupable, et je vais immédiatement... » Dans un cas pareil, c'est même un signe de savoir-vivre que de se montrer sévère. Non ? Alors c'est sans doute que vous vous ennuyez. Ne niez pas, je devine. Moi aussi j'ai été jeune autrefois. Ah, la jeunesse ! Il parla encore longtemps, et il était difficile de comprendre s'il se moquait ouvertement de moi ou s'il cherchait à lutter contre son propre trouble. Parfois, l'insistance avec laquelle il me priait d'être gai et de me mettre à rire sur le champ, immédiatement, tournait presque à la menace. Tout cela se termina par le projet d'un arbre de Noël formidablement intéressant et formidablement gai que nous allions commencer à préparer dès le lendemain. Et il allait commander un sapin à l'instant même, un sapin spécial, formidable. Il allait faire la liste des choses à acheter à l'instant même, et quelqu'un allait partir en ville à l'instant même. C'est sur ce projet saugrenu que se termina notre entretien. Et, alors que les ténèbres épaississaient autour de mon âme, les jours qui suivirent scintillèrent des 1000 éclats d'un remue-ménage artificiellement joyeux, d'une activité tapageuse autour de choses dérisoires, de plaisanteries qui n'amusaient personne, de fous rires tonitruants qui ressemblaient au craquement de vêtements déchirés dans un accès de désespoir. On apporta un arbre, un sapin effectivement très grand, qui remplissait la pièce d'une odeur de résine sucrée un peu funèbre. Des bougies de cire fumaient, on les allumait et on les éteignait pour faire des essais. Avec Miss Moll et les enfants, j'accrochais des objets, je grimpais sur un escabeau que Nordon tenait lui-même, et je disposais des fils d'argent sur les branches piquantes et rigides. Puis nous dansions, nous accomplissions je ne sais quels rituels alambiqués, nous chantions en chœur, tandis que la musicienne invisible jouait pour nous. Mais la nuit, voici ce qui se passait. Ma conversation avec Nordon, ou plutôt ma propre sottise, m'avait tellement révolté que dans un regain de force, j'avais aussitôt résolu de ne pas en rester là, et d'accomplir un acte décisif. De nouveau, comme l'autre nuit, je me couchai sans me déshabiller, et attendis avec impatience l'instant où je sentirais sa présence derrière le rideau de la fenêtre. Cette fois,
Brillant d'une excitation insupportable, j'étais prêt à appeler moi-même mon persécuteur étrange et sans pitié. Mais il n'était pas pressé, et il était déjà près d'1 heure du matin quand une sensation familière qui ne m'avait jamais trompé m'indiqua qu'il était là. Je me précipitai vers la fenêtre et tirai le rideau. Oui, il était là. Plein de colère et de haine, je contemplai un instant la silhouette sombre aux larges épaules, dont la tête me paraissait toute petite dans l'obscurité. Je le menaçai du doigt, puis me détournai pour sortir. Il se détourna lui aussi de la fenêtre. Marchant à toute vitesse, mais avec précaution et sans bruit, je traversai à tâtons 2 pièces plongées dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'une lourde odeur de fourrure m'indiqua que je me trouvais dans le vestibule. Là, je grattai une allumette qui s'éteignit aussitôt, et j'ouvris la porte du tambour vitré glacial qui séparait le vestibule de la porte d'entrée. Le verrou métallique était gelé et me brûla les mains. Ne pouvant frotter une allumette, je m'escrimai dessus assez longtemps dans l'obscurité, mais la porte finit par s'ouvrir et je m'enfonçai résolument dans les ténèbres. Je faillis lui rentrer dedans. Il était là, à 1 pas de moi, sur le perron en pierre couvert de neige, immobile et silencieux. Son visage sombre était tourné vers moi, et il était d'une taille un peu plus élevée que la mienne. J'ignore combien de temps nous restâmes ainsi face à face. Il ne faisait pas mine d'entrer et ne bougeait pas, mais ma terreur grandissait de seconde en seconde. Battant en retraite sans rien dire, je fermai lentement la porte avec une politesse absurde, mais qui me paraissait indispensable. Quand je poussai le verrou après avoir fermé la porte, j'eus l'impression qu'il secouait faiblement la poignée. Mais il ne fait aucun doute que c'était uniquement un effet de mon imagination. Dans le vestibule plongé dans l'obscurité, il faisait bien chaud et j'étais en sécurité. De nouveau, je sentis la forte odeur de fourrure des vêtements d'hiver, et je regagnai ma chambre, tout tremblant. 6. À ce moment-là, je n'avais pas encore perdu la raison, et au matin, après une longue nuit démentielle, j'entrepris de réfléchir à ce qui m'arrivait. Je me souviens parfaitement que ce matin-là, j'étais très sérieux, très calme, et j'avais la tête froide, comme n'importe quel homme parfaitement sain d'esprit que rien n'a effrayé. Pour que personne ne me dérange dans mes réflexions, je refusais, sous prétexte que j'étais un peu souffrant, de participer aux préparatifs de la fête qui n'était pas encore terminée, et je partis marcher un peu sur la large route verglacée qui menait à la gare. La journée était glaciale et maussade. Comme tout le monde, je savais par les livres et les récits des vieilles personnes que les gens solitaires, malheureux, ébranlés par un malheur soudain ou ayant commis un crime, sont hantés par des visions fantastiques. Mais je n'avais commis aucun crime, je n'avais pas connu de vrai malheur, et ce qu'il y avait de plus important, de plus incompréhensible et de plus absurde, ce monsieur banal et en même temps extraordinaire, coiffé d'un chapeau melon, qui volait dans les airs, me surveillait aux fenêtres, et s'était pris pour moi d'une affection si importune et si énigmatique, n'avait et ne pouvait avoir aucun lien avec ma vie. Que me voulait-il? Je n'étais qu'un précepteur dans cette maison, et je ne savais rien de la triste erreur, du mensonge navrant, du crime peut-être, dont l'ombre recouvrait des gens et des lieux qui m'étaient étrangers. J'étais en excellente santé, je prenais du poids chaque jour, et tout cela était si insensé que je ne pouvais même pas aller voir un psychiatre. Que me voulait-il? Je n'étais qu'un précepteur dans cette maison. Plusieurs fois, je répétais cette phrase à voix haute, comme une incantation. Il n'y avait personne sur la route. Je ne suis qu'un précepteur dans cette maison. Et elle était si convaincante, si claire, que l'espace d'un instant, j'eus même envie de discuter avec le fantôme pour lui expliquer qu'il faisait erreur, que je n'étais qu'un précepteur. Mais est-ce qu'on discute avec les fantômes? Est-ce qu'on leur démontre quelque chose? Cela n'avait aucun sens. Aucun sens. Je me remis à marcher sur la route en réfléchissant intensément, jusqu'au moment où je remarquai que mes pensées se répétaient toujours dans le même ordre, que je tournais en rond comme un cheval de cirque et que le cercle se refermait toujours au même endroit, sur les mêmes mots. Cela n'a aucun sens. Il fallait sortir de ce cercle, il fallait réfléchir autrement, mais comment? Je l'ignorais. Et le cercle se répétait. Maintenant, je ne marchais plus sur une ligne qui se refermait sur elle-même. J'y courais, revenant en arrière, fonçant en avant, perdant espoir et gaspillant mes forces. Je fus alors saisi d'une épouvante intolérable. Ce n'était pas le fantôme qui m'épouvantait. Non, lui, il avait perdu son importance. C'était ce qui arrivait, et ce qui pouvait arriver à un pauvre cerveau humain. Je me souviens que j'ai failli hurler, et rebroussant chemin, je suis rentré à toute allure. Même cette demeure m'apparaissait comme un havre à côté de ce vide spectral qu'était ma conscience. La maison me sembla gaie, chaleureuse et agréable.
Et, chose tout à fait réjouissante, qui me donna envie de rire, 2 étudiants invités pour Noël étaient arrivés en mon absence, des neveux de Norden, des jeunes gens charmants et très polis qui se ressemblaient beaucoup. Ils s'affairaient avec Norden autour du sapin qu'ils finissaient de décorer. Les enfants aussi étaient là, et en haut il y avait de la musique, une musique qui me parut cette fois d'une réelle gaieté. L'invisible Madame Norden jouait de nouvelles danses apportées par les étudiants. Je me souviens d'être allé me promener avec eux, puis nous avons bu du vin à table, nous avons beaucoup ri, et le soir nous avons vraiment dansé, car une grosse dame était arrivée avec ses 2 filles, de toutes jeunes demoiselles très gaies et très aimables. Anticipant un peu sur les événements, je précise que beaucoup d'invités arrivèrent pour Noël durant les jours qui suivirent, des gens charmants et très aimables, et il me parut même étrange que notre maison, pourtant grande, pût contenir une telle quantité de personnes qui disparaissaient dans leur chambre pour la nuit. Qui était-elle en fait? Je n'en sais rien. Je dois mentionner encore un détail curieux concernant ma mémoire. Je ne me souviens d'aucun visage, ni vieux, ni jeune. J'ai gardé un souvenir général, mais je suis incapable d'évoquer le visage qu'il y avait au-dessus, comme si cela n'avait pas été quelqu'un de réel et de vivant, mais juste l'enseigne d'un tailleur de l'armée. Je reviens au jour où étaient arrivés les étudiants, et la grosse dame avec ses filles. Après le vin et les danses, auxquelles j'avais pris part avec beaucoup d'animation, faisant rire tout le monde par ma gaucherie, j'avais la tête qui tournait. Lorsque je regagnai ma chambre une fois que tout le monde se fut retiré, je me jetai sur mon lit sans me déshabiller, et m'endormis sur le champ. Je me réveillai au bout de 2 ou 3 heures, en plein milieu de la nuit. J'étais tourmenté par la soif et par quelque chose d'autre, quelque chose d'angoissant et d'impérieux qui me poussa à me réveiller et à me lever. La maison endormie était plongée dans un silence de mort, et à la fenêtre, dont j'avais oublié de tirer le rideau, il était là. Je me souviens avoir haussé les épaules et sans me presser, mais sans quitter la fenêtre des yeux, m'être versé 2 verres d'eau que je bus coup sur coup. Mais ils ne partaient pas. Glacés jusqu'à la moelle des os, comme si on avait ouvert la fenêtre sur le froid et les ténèbres de cette nuit d'hiver, oubliant complètement la soirée toute récente avec ses danses et sa musique, et m'abandonnant tout entier à une résignation hallucinante et désolée, je lui indiquai lentement la porte de la main. Puis, comme la veille, je me dirigeai dans l'obscurité vers la porte d'entrée. De nouveau, comme la veille, il y avait une odeur de fourrure dans le vestibule. Le verrou de fer était glacé et mit longtemps à céder sous les efforts de mes mains qui tremblaient légèrement. De nouveau, comme la veille, il était déjà sur le perron et attendait en silence. Moi aussi, j'attendis en silence, écoutant avec beaucoup d'attention les aboiements lointains et solitaires d'un chien, le seul et unique bruit vivant qui troublait le silence muet de la nuit. J'ignore combien de temps s'était écoulé quand soudain il entra en me donnant un violent coup d'épaule. Je lui emboîtai le pas, et quand il ouvrit la porte du vestibule, je vis sa silhouette sombre se détacher sur le fond d'une fenêtre. Je ne fus nullement surpris quand il pénétra dans ma chambre, et précisément dans la mienne. J'entrai également, fermant machinalement la porte derrière moi, mais je restais sur le seuil. Il faisait très sombre, je ne savais pas où il était, et j'aurais pu lui rentrer dedans. C'est seulement au bout d'un certain temps, un temps assez long, quand mes yeux se furent accoutumés à la pénombre de la pièce, que je discernai une grande tache foncée et immobile sur le mur. Si je n'avais pas su que le mur était vide à cet endroit, j'aurais pu prendre cette tache pour un meuble ou un tas de vêtements suspendus. On n'entendait aucune respiration. Il s'écoula un temps si long et son immobilité était si absolue que je commençai à avoir des doutes et faisant un pas en avant, je tendis la main pour toucher la tache. Pendant un bref instant, mes doigts sentirent le contact d'un tissu recouvrant quelque chose de dur, une épaule ou un bras. Je retirai mes doigts et restai longtemps sans bouger, ne sachant que faire à présent. Finalement, surmontant la sécheresse qui me serrait la gorge, je dis d'une voix forte, quoique enrouée. « Que me voulez-vous ? Je ne suis qu'un précepteur dans cette maison. » Mais il se taisait, et il me parut drôle de l'avoir vouvoyé. Je compris néanmoins à son silence que je devais m'allonger sur le lit, ce que je fis. Après m'être déshabillé lentement et méthodiquement, sous ce regard invisible que je devinais dans l'obscurité, je m'assis sur mon lit qui grinçait à chacun de mes mouvements, ce qui, Dieu sait pourquoi, m'embarrassait beaucoup. En m'allongeant sous la couverture froide, je songeais que je n'avais pas sorti mes bottines devant la porte. Mais je décidai que cela n'avait plus d'importance. Je m'étais couché de tout mon long sur le dos. Il me paraissait impoli de me coucher autrement. C'est alors qu'il s'assit au bord du lit et me repoussa vers le mur avec précaution, posant la main sur ma tête. Elle était relativement froide et très lourde. Il émanait d'elle le sommeil et la détresse. J'avais connu bien des épreuves dans ma vie. J'avais vu de mes yeux mourir un père passionnément aimé.
Il m'était arrivé plus d'une fois de penser, malgré ma jeunesse, que mon cœur ne pourrait en supporter davantage, et allait se briser de chagrin et de douleur. Mais d'une détresse comme celle-là, je n'aurais même pas pu l'imaginer avant cette nuit-là, avant le premier contact de cette main froide et lourde sur mon front. Je sentis immédiatement que je m'endormais, mais chose étrange, la détresse et le sommeil ne luttaient pas l'un contre l'autre. Ils m'envahissaient en même temps, comme s'ils formaient un tout. Ils se répandaient lentement depuis ma tête dans tout mon corps. Pénétrant au plus profond de ma chair, ils devenaient mon sang, mes doigts, ma poitrine. J'eus encore conscience du moment où la détresse et le sommeil atteignirent mon cœur et l'inondèrent. Mais ensuite, tout, la conscience, la peur et les bribes de pensée décousues sur ce qui m'arrivait, tout disparut dans un sentiment unique de détresse sans fond qui recouvrait tout. Toutes les images disparurent, toutes les pensées, tous les souvenirs, et ma jeunesse s'en était allée. Tous les désirs avaient disparu, la vie elle-même avait disparu, et mon âme éprouvait une telle souffrance, n'éprouvait plus aucun intérêt pour le fait qu'il était assis là, tout près, sa main terrible posée sur ma tête, et lentement, en proie à une détresse sans nom, une tristesse immobile qui allait bien au-delà de toutes les limites de la réalité, je sombrais dans un sommeil sans rêve. Au matin, je me réveillais à l'heure habituelle. La chambre était vide et tout était à sa place, comme toujours. À la fenêtre brillait le soleil rouge des grands froids. Je me sentais ni bien ni mal, mais pour ainsi dire vide et plat. En m'habillant, je vis dans le miroir mon visage habituel, sans le moindre changement. Le visage gris et laid d'un homme qui a souvent connu la faim et qui manque d'affection. Tout était comme d'habitude, comme toujours, mais il y avait une chose dont j'étais certain, c'est que tout avait changé et que le monde ancien, celui d'hier, n'existait plus et n'existerait plus jamais. Avant de sortir de ma chambre, je fis une observation intéressante qui me causa un vague plaisir. Il ne restait plus trace de la peur que j'éprouvais encore tout récemment devant ce fantôme mystérieux qui m'avait tourmenté durant tout ce temps. En entrant dans la salle à manger, où les invités étaient déjà rassemblés, et où Norden racontait des histoires drôles au milieu de l'hilarité générale, je ressentis une insurmontable aversion pour tous ces gens. Une aversion si immense qu'en les saluant, j'éprouvais à chaque poignée de main une impression physique de nausée qui me nouait la gorge. Il est vrai que, au cours de cette journée bruyante et variée, cette aversion s'estompa, mais chaque matin qui suivit débutait pour moi par ces nausées pénibles suscitées par chaque poignée de main ferme donnée par ces inconnus. 7. Ce matin-là, en rentrant d'une promenade au cours de laquelle nous avions tous fait une bataille de boules de neige sous la direction de Norden, je me retirai quelques instants dans ma chambre pour écrire à un camarade étudiant qui vivait en ville. Je n'ai jamais eu d'amis, et cet étudiant n'était pas mon ami, mais il me traitait plus gentiment que les autres. C'était un brave garçon, très bon et toujours prêt à venir en aide. Le sens de ma lettre, ainsi que le sentiment avec lequel je l'écrivis, était que je courais un terrible danger, et qu'il devait venir me sauver. Mais tout cela exprimé en des termes très nonchalants, avec quelque chose d'ennuyeux, presque d'indifférent, et n'aurait sans doute pas atteint son but si j'avais envoyé la lettre. Mais, pour je ne sais quelle raison, je ne l'envoyai même pas, et c'est seulement bien longtemps après, une fois rétabli, que je l'ai retrouvé dans la poche de ma pelisse, cacheté et sans adresse. Peut-être avais-je oublié cette adresse à l'époque, je l'ignore. La lettre n'était pas datée, voici ce qu'elle disait. « Cher M.I., si vous n'êtes pas trop occupé, venez, il se passe quelque chose ici, il faut venir me chercher. » Et la signature. En fait, il faut croire que c'est ce jour-là qu'a débuté cette étrange détérioration de ma mémoire, allant même parfois jusqu'à l'amnésie totale, qui fait que toute la dernière période de ma vie chez Norden est empreinte d'incohérence et de désordre. J'ai déjà dit que je ne me rappelais aucun des visages des innombrables invités de Norden. Je revois uniquement des vêtements sans tête, comme si ce n'étaient pas des personnes, mais un placard rempli de vêtements qui se serait ouvert, animé et mis à danser. Mais je dois ajouter que je ne me souviens pas non plus de ce qu'ils disaient, pas un seul mot, alors que je sais parfaitement que tous, et eux et moi, nous avons beaucoup parlé, ri et plaisanté. Je n'ai absolument aucun souvenir des dates, et j'ignore encore aujourd'hui combien de temps, combien de jours et de nuits se sont écoulés jusqu'au moment où j'ai quitté la maison. Parfois, il me semble que cela a duré au moins plusieurs semaines, parfois que tout s'est accompli en 2 ou 3 jours. Et en même temps, je me souviens avec une extrême netteté de détails isolés, de beaucoup de mes pensées et de mes sentiments d'alors.
Et je garde de cette période l'impression non que j'avais perdu la raison, mais que je jouissais au contraire d'une mémoire excellente et d'une lucidité totale, comme si c'était seulement maintenant, après ma maladie, que j'avais oublié ce qui s'était passé, alors qu'à l'époque je me souvenais de tout et j'avais conscience de tout. Ainsi, la première chose dont je me souviens, et qu'il est impossible d'oublier, ce sont ces heures nocturnes durant lesquelles il venait et posait sur ma tête sa main froide et lourde. Ces visites faisaient désormais partie de ma vie, et se produisaient chaque fois dans les mêmes circonstances. Le soir, une fois que les invités s'étaient retirés dans leur chambre, je me jetais tout habillé sur mon lit, et dormais quelques heures. Puis, dans l'obscurité, j'allais dans le vestibule. J'ouvrais la porte et je le faisais entrer. Il était déjà sur le perron. Nous allions ensuite dans ma chambre, je me déshabillais et m'allongeais de tout mon long sous la couverture froide. Il s'asseyait à mon chevet et posait sa main sur ma tête. De cette main émanaient le sommeil et la détresse. Le sommeil et la détresse. Ma peur devant cet inconnu avait complètement disparu. Il est vrai que jamais je n'essayais de le toucher moi-même, ni de lui parler. Mais ce n'était pas par peur, plutôt parce que les mots me semblaient inutiles. En apparence, tout se passait calmement et simplement, comme s'il n'était pas le mal suprême et ma mort, mais tout bonnement un médecin ponctuel et peu loquace rendant quotidiennement visite à un patient tout aussi ponctuel et peu loquace. Mais la détresse était épouvantable. Puis, c'était une courte matinée sans soleil et une longue soirée bruyante, chaotique et apparemment gaie. Tout cela se succédait très rapidement. J'ignore ce qu'on faisait avec le sapin en mon absence, mais il s'illuminait de plus en plus chaque soir, inondant de lumière le plafond et les murs, et projetant par la fenêtre des gerbes d'étincelles éblouissantes. Toute la journée, du matin au soir, retentissait le rire incessant de Norden, et ses injonctions pleines d'entrain. « Tansiren! Tansiren !» Je ne me rappelle pas les autres voix, mais ce cri résonne encore à mes oreilles aujourd'hui. Il me poursuit dans mon sommeil, fait irruption au plus profond de mes pensées et les disperse, couvrant la musique, les rires, les cavalcades, tout le bruit que produisent des hommes rassemblés pour s'amuser, strident comme une voix de perroquet, il résonnait dans tous les coins et devenait insupportable. Parfois, Norden poussait des cris joyeux et plaisantait, mais souvent, du moins dans mes souvenirs, sa voix devenait rauque, presque menaçante. Par moments, on avait l'impression qu'il en avait lui-même assez, mais qu'il ne pouvait plus s'arrêter, et il criait d'un ton menaçant, presque larmoyant. « Tansiren! Tansiren !» Je me souviens très bien d'un incident. Je ne sais pourquoi, la musique s'était soudain arrêtée à l'étage, et il régnait un silence insolite à l'époque. J'ignore, sans doute parce que je n'y prêtais pas attention, ce que faisaient les invités rassemblés près du mur inondé par la lumière du sapin. Je me souviens seulement de Norden, il était sans doute ivre, car sa barbe et ses cheveux étaient en désordre et son visage hagard, étrange. Il était debout au milieu de la pièce et hurlait avec fureur en agitant les poings. « Tansiren !» Et il menaçait quelqu'un. Ensuite, la musique et les danses recommencèrent. Je crois que c'est justement ce soir-là qu'avait lieu le bal, ce bal grandiose qui m'a laissé le souvenir d'une multitude de gens tressautants et d'une lumière extraordinairement vive comme la lueur d'un incendie ou bien de milliers de tonneaux de goudron en train de brûler. Je suppose qu'il est impossible que seuls les hôtes habituels de Norden aient assisté à ce bal. Il y avait tant de monde qu'il devait y avoir d'autres personnes invitées uniquement pour cette soirée, et qui sont parties ensuite. Cette soirée est liée pour moi à un sentiment très étrange, celui d'avoir connu Helena. C'est comme si elle était présentée à ce bal. Il est fort possible que des tonneaux de goudron aient réellement brûlé dans le jardin, que je sois allé par hasard ou délibérément à l'endroit du rivage où se trouvait la pyramide couverte de neige, et que là-bas, j'ai longuement pensé à Helena. Mais étant donné l'état dans lequel je me trouvais alors, je me suis imaginé autre chose. Je ne puis trouver d'autre explication. Mais ce n'est là qu'une explication, et le sentiment d'avoir connu Helena, lui, a bien existé, et existe encore aujourd'hui. Il est si convaincant et si indiscutable que je ne puis m'empêcher de le considérer comme authentique. Je me souviens même des 2 chaises sur lesquelles nous étions assis, l'un à côté de l'autre à bavarder. Je me souviens de l'impression de cette conversation, de son visage. Mais tout se termine là. À présent, il me semble parfois qu'il me suffirait de faire un effort de mémoire pour voir son visage, entendre ses paroles et comprendre enfin ce mystère si important qui m'entourait alors. Mais je suis incapable de faire cet effort, et du reste, je n'en ai pas envie. Que les choses restent ce qu'elles sont. Ensuite, Helena est partie et n'est plus revenue. De mes sentiments d'alors, il y en a un qui m'est clairement resté en mémoire.
Il me semblait que j'étais le témoin involontaire et aveugle d'événements considérables et extrêmement importants qui se déroulaient autour de moi, une bataille énorme, douloureuse et terrible, entre des entités que ma vue ne pouvait percevoir. J'étais un témoin fortuit, inutile et complètement aveugle, mais l'air que remuaient ces entités en se battant autour de moi était secoué de remous si violents, leurs gestes étaient si amples et si puissants que j'étais moi aussi aspiré par ce tourbillon. Mais je ne crois pas que Nordon lui-même en sût davantage que moi. S'il était l'un des protagonistes, sans doute n'était-il pas moins aveugle que moi, un simple témoin. Mais ces impressions et ces suppositions qui n'expliquaient rien du tout n'existaient que pendant la journée. La nuit, il venait, et c'était tout. Les émotions et les suppositions, les désirs et la volonté, tout était englouti par cette détresse mortelle qui ne peut être comparée à rien. Et le fait que la détresse arrivait en même temps que le sommeil, qu'elle se confondait avec lui au point qu'il ne faisait plus qu'un, la rendait inexorable et terrible. Lorsqu'un homme éprouve de l'angoisse en état de veille, il est encore touché par les voix et les images du monde vivant qui détruisent la plénitude de ce sentiment torturant. Mais là, je m'endormais. Là, j'étais séparé par le sommeil, comme par un mur aveugle, du monde entier et même de la sensation de mon propre corps. Et il ne restait plus que cette détresse, unique, immuable, allant bien au-delà de toutes les limites de la réalité. Je ne sais combien de jours s'étaient écoulés depuis ce bal extravagant, quand le cri incessant de Nordon, Tanziren, Tanziren, s'arrêta soudain, englouti par le brouhaha d'autres voix innombrables, fortes et inquiètes. La danse s'interrompit tout aussi brutalement, engloutie par le torrent d'autres mouvements désordonnés, chaotiques et tristes, comme l'étaient les voix. Cela se produisit une nuit, vers l'heure où il devait venir, et ne fut pas sans rappeler cette nuit de tempête, en novembre, quand l'invisible madame Nordon avait eu une crise. Je me suis réveillé, et je ne sais pourquoi, n'ai pas jugé nécessaire de sortir de ma chambre, avec une parfaite indifférence et la certitude inexplicable, mais absolue, qu'il ne viendrait pas aujourd'hui, je me suis autorisé à me déshabiller et à me recoucher. Mais les voix et le remue-ménage durèrent encore longtemps dans la maison. Un bruit surtout était insistant. Quelqu'un n'arrêtait pas de monter et de descendre au pas de course dans l'escalier en bois. Il le gravissait en courant et le redescendait aussitôt, avec la même précipitation, le même bruit de cavalcade, et il remontait et il redescendait. À un autre moment, ces bruits inquiétants qui annonçaient un malheur m'auraient paru pénibles et m'auraient bien entendu empêché de m'endormir. Mais cette fois, je ne songeais pas à leur signification, et j'étais même content. Tant qu'il y avait du bruit dans la maison, j'avais l'assurance qu'ils n'oseraient pas venir, et que je pouvais dormir tranquillement. Et, avec la plus parfaite indifférence, sans angoisse et sans pensée, même si j'étais mort, je m'endormis rapidement, emportant avec moi le souvenir des marches craquant sous des pas lourds, inquiets et précipités. À ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il ne reviendrait jamais plus, que jamais plus je ne reverrais ses larges épaules et cette petite tête sombre. Au matin, quand je me réveillais, à l'heure habituelle, la maison était extraordinairement silencieuse. D'ordinaire, à cette heure-là, la vie avait déjà commencé, mais cette fois, après la nuit agitée, tous devaient encore dormir, même les domestiques, et il régnait dans la maison un silence insolite. Je m'habillai et me rendis dans la salle à manger, et là, sur la table où nous avions dîné la veille, je vis une femme morte, parée comme l'on pare d'ordinaire les défunts. Je n'avais jamais vu madame Nordon, mais je la reconnus immédiatement. C'était elle. 8. Il n'y avait auprès d'elle ni cierge ni chantre. Tout était plongé dans un silence absolu, et, pour cette raison, il me sembla d'abord que personne dans la maison n'était encore au courant de cette mort, tant elle était solitaire sur sa couche. Mais je compris vite qu'ils étaient tous en train de dormir, et cessai aussitôt de penser à eux. Cela ne venait pas d'une perte de conscience, bien au contraire. En cet instant, justement, j'avais retrouvé une conscience plus claire que jamais. Non, si je cessais de penser à ces gens, c'est qu'ils étaient devenus inutiles. Elle était jeune et belle. Non, elle n'était pas belle. Elle était celle que j'avais connue et aimée toute ma vie. Je l'avais aimée sans savoir que je l'aimais. Je l'avais cherchée sans savoir que je la cherchais. Je n'avais pas besoin de l'approcher de l'autre côté pour voir une petite tache noire près de l'œil, un adorable grain de beauté. Je savais qu'il était là. Je n'avais pas besoin de toucher ses doigts fins et glacés, croisés sur sa poitrine pour les voir vivants. Je les avais toujours connus ainsi, et je n'avais pas besoin de soulever ses paupières pour voir son regard familier, le rayonnement vivant de ses chers yeux éternellement aimés.
J'étais juste désolé pour ces doigts charmants et adorés qui avaient dû jouer des danses joyeuses et inconnues tandis qu'en bas, le malheureux Norden riait et dansait, riait et dansait. Pardonne-lui, il ne savait pas. Et pardonne-moi d'avoir tracé sur le sable le nom d'Héléna, qui ne signifiait rien. Je ne connaissais pas alors ton nom à toi, et je ne le connais toujours pas aujourd'hui. Non, elle n'était pas belle, personne n'aurait pu dire ce qu'elle était, mais elle était celle que j'avais aimée toute ma vie sans savoir que je l'aimais. Toute ma vie, j'avais pensé à d'autres gens, à d'autres choses, pas une fois je n'avais pensé à elle. Ainsi toutes mes pensées avaient-elles été des mensonges. Toute ma vie, j'avais vu d'autres visages, entendu d'autres voix, mais elle, je ne l'avais jamais vue, je n'avais jamais entendu sa voix. C'était pour cela que tous ces gens ne me semblaient pas réels. Je ne connaissais que toi seul, et tu étais la seule que je n'ai jamais vue. Je ne puis me souvenir nettement des termes précis dans lesquels elle s'exprimait, mais telles étaient mes pensées tandis que je me tenais devant la morte. Aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point mon sentiment d'alors était réel. Plus encore, je ne puis évoquer avec précision ce pâle visage que j'ai regardé si longtemps et qu'à ce moment-là, je connaissais si bien. Mais je sais que cet amour qui m'avait si subitement ouvert les yeux était alors profond, inimaginable, et tout aussi profond était le chagrin qui naissait tranquillement et ne cessait de croître. Je crois que je n'ai pas compris tout de suite qu'elle était morte, et c'est seulement petit à petit, en voyant l'immobilité du cadavre, en sentant le vide et le silence de cette maison morte, que j'ai commencé à éprouver un chagrin atroce et inconsolable. Je fondis en larmes et pleurai longtemps, mais toujours en pleurant, à peine conscient de mes premiers pas, je quittai la maison de Norden. J'étais sorti sans manteau, avec juste ma veste d'intérieur et sans casquette, mais je ne sentais pas le froid. Du reste, la journée n'était pas particulièrement glaciale, sinon je serais mort gelé, bien entendu. Je ne suis pas allé sur la route. Évitant le jardin recouvert d'une neige profonde, je me rendis sur le rivage, puis m'avançai sur la mer. La neige n'était pas aussi épaisse sur la glace. Il était plus facile de marcher, et je me retrouvai bientôt assez loin du rivage au beau milieu d'un espace désertique, plat et blanc. J'avais cessé de pleurer. Je ne pensais à rien, je me contentais de marcher, et c'était comme si à chaque pas, je me diluais dans le vide de cette surface sans limite, lisse et blanche. Il y avait devant moi et autour de moi ni chemin, ni trace de pas, ni tache sombre. Lorsque, commençant à ressentir la fatigue et le froid, je m'arrêtai un instant pour regarder autour de moi, je ne voyais partout que cet espace désertique, plat et blanc, presque le néant que l'on ne voit qu'en rêve. Et bientôt cette marche se mit à ressembler à un long rêve monotone, à un combat résigné et sans espoir, avec une étendue impossible à parcourir. Sans doute est-ce ce que ressentent des chevaux épuisés et abasourdis à la fin d'un long voyage, ou bien ces hommes si singuliers qui vont d'un bout à l'autre de la terre en anéantissant leur conscience de la vie dans le rythme traînant de leurs pas. De temps en temps, la couche de neige devenait plus épaisse, mes jambes s'y enfonçaient et je m'arrêtais, je regardais un instant autour de moi et je disais « Quel chagrin! Quel malheur !» Je prononçais ces mots avec autant de conviction que si je voulais convaincre quelqu'un. Et mes yeux, ces yeux avec lesquels je regardais la plaine plate et sans fin, me semblaient aussi blancs, aussi morts, aussi opaques que la neige. Mais c'était au début de mon périple, quand je parlais encore. Ensuite, je suis devenu complètement silencieux, muet. J'avançais et m'arrêtais sans rien dire. Pendant longtemps, je ne remarquais pas du tout le froid. Je trouvais même agréable la sensation, sur ma tête et ma poitrine, de l'air vif qui semblait isoler mon corps de mes vêtements. Et c'est tout simplement, sans douleur et sans déplaisir, que mes jambes et mes bras s'engourdirent jusqu'au coude et aux genoux. Je commençais à avoir du mal à les plier. Mais je n'y pensais pas. Je ne comprenais pas que j'étais en train de geler. Je continuais à marcher en examinant attentivement la neige à mes pieds. Et la neige était toujours la même. J'avais beau lever les pieds et les poser, la neige était toujours la même. Je ne sais si la nuit tomba réellement, ou si les ténèbres venaient de l'intérieur de moi-même, mais tout commença à s'assombrir autour de moi. Lentement et paisiblement, la blancheur se transforma en grisaille uniforme. Il n'y avait plus rien à regarder. Or, quand il n'y a plus rien à regarder, c'est qu'on est aveugle. À ce moment-là, c'est comme ça que je le compris, et je continuai à avancer en aveugle. Je ne me souviens pas du moment où je suis tombé et où j'ai perdu conscience. Je n'ai plus rien à dire. À ce que l'on m'a raconté par la suite, ce sont des pêcheurs qui m'ont découvert sur la glace et qui m'ont sauvé. Je me suis trouvé par hasard sur leur chemin. À l'hôpital, on m'a coupé plusieurs orteils gelés, et j'ai été malade pendant encore 2 ou 3 mois. Je suis resté longtemps inconscient.
Norden avait perdu sa femme, il a envoyé de l'argent pour mes soins. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Depuis cette nuit-là, il n'est plus revenu, et je sais qu'il ne reviendra jamais. Pourtant, s'il venait aujourd'hui, je l'accueillerais peut-être avec un certain plaisir, car pour une raison inconnue, je suis en train de mourir. On n'arrête pas de me demander ce que j'ai, pourquoi je ne dis rien et de quoi je meurs. Ces questions sont à présent pour moi ce qu'il y a de plus difficile et de plus pénible. Je sais qu'on m'interroge par affection et qu'on veut m'aider, mais j'ai peur, affreusement peur de ces questions. Les hommes savent-ils toujours de quoi ils meurent? Je n'ai rien à répondre, et ils n'arrêtent pas de m'interroger, de me tourmenter. Je vis à présent avec M.I., le camarade auquel j'avais écrit. Il est très aimable, et, d'ici une semaine, à la fin du mois de mai, il veut m'emmener quelque part à la campagne. Tout cela est très bien, je n'ai rien contre, mais il ne faut pas me poser tout le temps des questions, il ne faut pas parler autant. Comment lui expliquer que le silence est l'état naturel de l'homme, alors qu'il croit dur comme fer aux mots, qu'il les adore? Hier soir, nous sommes allés sur les îles. C'était très bien, il y avait beaucoup de promeneurs. Un yacht aux voiles blanches était sorti en mer malgré la nuit. Il est resté longtemps visible à l'horizon. Ah oui, je crois qu'il faut encore ajouter que je n'aime ni Helena ni Madame Norden, et que je ne pense absolument pas à elle. Cette fois, c'est tout.